Merci et bravo. Alors, sans transition, ou plutôt avec une transition sur la scène, on a parlé grands équilibres ce matin. On va parler d'équilibres plus locaux, plus territoriaux maintenant. On a parlé d'eau là tout de suite, on risque de parler un peu plus de soleil dorénavant. À la Fabrique de la Cité que je dirige, Marie Desgremont, qui dirige les études, a encadré avec François-Mathieu Poupeau une analyse de jeunes étudiants de l'école des Ponts dans le cadre d'un groupe d'analyse d'action publique sur l'autoconsommation collective. Alors, pendant que sous vos yeux ébahis, vous allez voir apparaître des fauteuils ou des galettes sur les escaliers, juste se rappeler, se donner quelques ordres de grandeur ou plutôt quelques éléments de définition de cette autoconsommation collective. Il s'agit du partage local d'une production d'électricité entre plusieurs acteurs regroupés au sein d'un périmètre géographique restreint. Tout ça pleinement intégré au réseau public de distribution. En France aujourd'hui, majoritairement photovoltaïque à 80% de la puissance. Et puis, qui fait l'objet d'un achat, d'une revente ou d'un don, on verra ça. C'est pas forcément l'objet d'un partage commercial. Ça peut être l'objet d'ailleurs d'un système d'investissement à l'échelon local. Et ce principe, c'est celui d'un circuit court de l'achat ou du don. Tout ça nous emmène finalement à apercevoir qu'il n'y a pas une autoconsommation collective, mais des types d'autoconsommation collective, des stratégies globales à l'échelle de territoire, chaque fois ayant des spécificités différentes, des modèles donc pluriels, privés, public, citoyen. Et notre question dans l'heure et quart qui vient est celle de savoir comment s'inscrivent ces stratégies énergétiques globales à l'échelle d'un territoire, que ces stratégies d'ailleurs veillent dans la plupart des cas à maintenir cet équilibre local dans un équilibre national, celui dont on a parlé à plusieurs reprises, dans un équilibre d'ailleurs européen, dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Quelle place du citoyen, quelle place de la collectivité, des entreprises, des universités dans la gouvernance, quel choix technologique, quel modèle économique, quel modèle de gouvernance sont les questions qu'on va se poser avec mes 6 intervenants. C'est donc pas une table ronde, mais une table longue, comme vous allez le voir. Et donc, je les invite à me rejoindre, notamment parce que cette table ronde a été organisée avec Isabelle Moritz de la DGALN, donc la Direction Générale Aménagement, Logement, Nature du ministère de la Transition écologique. Donc, je la remercie d'aller s'installer alors pas autour de la table, mais voilà, sur la scène, qui ressemble pas encore à une scène. Rodolphe Morlot de l'ADEME qui va la rejoindre. Et donc on a à la fois des gens qui représentent, j'allais dire, à la fois la recherche et la grande photo, et puis à la fois des gens qui vont venir témoigner et expliquer quels projets ils ont menés sur place. Et notamment, c'est le cas de Christophe Brun, qui est cofondateur du réseau des AMEP, et qui nous dira d'ailleurs, qui laissera dire à une petite vidéo ce qu'est le réseau des AMEP. Et puis, Sophia va venir nous présenter 2 projets qui sont, Sophia, donc chargée de programme France 2030 à la Banque des Territoires, va venir nous présenter 2 projets, l'un par Hervé Huguet, qui est président de la citoyenne d'énergie Bongraine à La Rochelle, et Gilles Bouvard, qui est directeur de la SPL Territoire d'innovation en pays de Gex, pardon. Je le dis bien?
Voilà. Et donc, moi, je ne vais pas m'asseoir parce qu'il va falloir qu'on passe très vite la parole aux uns et aux autres. Est-ce qu'on a une zapette ? Voilà, c'est tout à fait bien. Et sans tarder, je vais donc inviter Isabelle Moritz à nous dire, au fond, d'où sont partis, ou plutôt ceux qui alimentent en continu, au sein de la DGALN, notamment dans les travaux qui ont commencé en 2020, ou peut-être même encore avant, dans le Lab 2051, ces travaux sur l'autoconsommation collective. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Oui, merci. Donc déjà, je vais peut-être vous dire 2 mots du Lab 2051, avec ce nom barbare. 2051, en fait, c'est l'année d'après l'horizon de nos politiques publiques, donc 2050. Et le Lab 2051, c'est une offre de service qui est mise en place par le ministère de la Transition écologique pour lever les freins à l'innovation urbaine. Donc en fait, il propose un espace de dialogue entre les services de l'État qui sont concernés par les réglementations, et il y en a sur l'autoconsommation collective, les porteurs de projets pionniers, pilotes, les experts et les collectivités, les aménageurs. Et il est mis en œuvre en fait sous la forme de cycles d'ateliers collectifs, donc d'une durée volontairement courte, peut-être pas pour certains, mais pour d'autres oui, de 6 à 18 mois, pour aboutir à des livrables très opérationnels. Et en fait, il a été lancé en 2020. Pour justement essayer de craquer un peu la problématique du passage à l'échelle des démonstrateurs qui sont financés dans le cadre de grands programmes d'investissement. Donc c'était le précédent programme que pilote Sophia aujourd'hui à la Banque des Territoires, le programme Écocité et Ville de demain. Et du coup, il s'agissait à la fin du programme de trouver des moyens de déployer en fait ces projets démonstrateurs. Et le Lab autoconsommation collective, en fait, c'est un des premiers, fait partie de la première programmation du Lab. Donc, lancé en 2021-2022, c'est pas anodin par rapport à ce que je vais vous dire, puisque voilà, ça nous remonte un petit peu en arrière. Et c'est intéressant justement d'avoir ensuite cette rétrospective. Et en fait, il a été lancé pour incuber un projet en particulier, qui était le projet de la ZAC Bastide-Niel à Bordeaux. Donc, aujourd'hui, un quartier qui est bien déployé et avec donc un projet extrêmement ambitieux, trop ambitieux. Certainement. Donc on avait 90 bâtiments qui devaient accueillir des panneaux photovoltaïques autour d'un microgrid, donc un micro-réseau électrique intelligent, et il était bloqué en phase, alors je ne dirais pas d'incubation, Sophia, c'était en phase d'ingénierie, et effectivement il s'agissait de le débloquer pour éviter que les financements d'ingénierie soient totalement perdus et qu'il puisse avancer dans son projet. Et en fait on a réuni des porteurs de projets pionniers, alors qui étaient différents à l'époque, voilà. Donc on a Lyon Confluence qui est le démonstrateur par excellence, on va dire, mais qui était pas encore réalisé en fait à l'époque du Lab. Premier démonstrateur à l'échelle de l'îlot ou du quartier. Donc j'insiste là-dessus puisqu'effectivement le Lab s'intéresse aux opérations d'aménagement. Donc on n'est pas à l'échelle du bâtiment, on est vraiment à l'échelle de l'opération d'aménagement. Et on a réuni aussi, donc c'était La Rochelle, mais c'était le projet Atlantec, c'était l'opération bas carbone d'Atlantec. Le projet ABC de Grenoble, que vous connaissez peut-être aussi, c'est un bâtiment démonstrateur ABC. Et puis, bien sûr, on a réuni, on était avec le PUCA, l'ADEME et puis les énergéticiens que je ne citerai pas ce matin. Et en fait, on a abouti, donc je vais peut-être. En fait, j'ai que 2 diapos, mais c'est vrai que l'autre est plus approprié, voilà, pour montrer un peu, voilà, la complexité architecturale des projets. En fait, on avait abouti à l'époque. Alors, vous verrez, vous me direz si on en est toujours là aujourd'hui. En fait, finalement, que l'autoconsommation n'est pas une fin en soi. En tout cas, nous, c'était pas l'objectif, mais que c'était un levier pour intégrer le PV dans une stratégie d'ENR plus globale. Et c'est, je pense, ce que va démontrer ensuite
la table ronde. Et pour nous, l'objectif voilà, de l'autonomie totale, ça relevait du fantasme. Alors voilà, on voulait sortir de ce fantasme de l'autonomie totale et d'être plutôt dans une logique de complémentarité intelligente avec d'autres sources d'énergie, réseau de chaleur urbain, géothermie, etc. On avait déjà identifié 4 types de freins qui, je pense, dont certains demeurent. Donc déjà économique, donc la rentabilité est incertaine, la rentabilité des projets. Donc là, c'est Sophia qui pourra développer. Et technique, alors sur les freins techniques, en fait, finalement, c'est pas des freins qui sont spécifiques à l'autoconsommation, mais en fait spécifiques au PV. Donc effectivement avec la spécificité des ATEX, donc des autorisations, des évaluations, donc un parcours un peu du combattant pour avoir les ATEX et la nécessité de les intégrer dès l'amont et justement de pouvoir intégrer la réalisation des ATEX dès l'amont, donc portés par l'aménageur lorsque la collectivité a un aménageur, et surtout de ne pas attendre en fait que le projet soit bien engagé pour réfléchir à tout ça. Et on avait, parce que notre objectif, bien sûr, c'était d'intégrer le PV en milieu urbain dense, donc dans un objectif de sobriété aussi, puisqu'on va voilà, c'est ce qui nous attend en fait finalement dans le cadre de l'objectif du zéro artificialisation nette ou de la sobriété foncière. Et on avait un dernier effectivement frein organisationnel, donc Rodolphe Morlot pourra développer, et notamment autour de la personne morale organisatrice avec des problématiques de coordination, etc. Et donc, on avait tiré certains enseignements qui, peut-être vous... donc, les enseignements un peu majeurs qu'on avait tirés étaient donc d'intégrer véritablement les projets PV dans une stratégie énergétique globale. Donc là, c'est vraiment ce que vont développer les porteurs de projets ensuite. Et avec évidemment un souci de développer des ENR, ça paraît simple, mais en fait, c'est pas forcément d'être autonome en fait. Et puis là, aujourd'hui, on voit monter aussi l'enjeu de souveraineté énergétique, donc qui n'était pas là à l'époque en 2000. On n'entendait pas mon micro. Mince. C'est pas grave. On l'entend trop maintenant. Et du coup, donc de privilégier les projets simples, je crois qu'on en est encore là. De privilégier les projets des simples. Et si, devant vous, peut-être, on a quand même des besoins en innovation qui demeurent, et même avec le programme démonstrateur de la ville durable aujourd'hui, donc de bien donc proposer des solutions innovantes pour de PV qui répondent aux enjeux architecturaux pour s'intégrer en milieu urbain, de mixer le tertiaire et le résidentiel, et puis d'accompagner aussi les acteurs. Merci beaucoup. Alors, dans cette vision à la fois analytique, peut-être qu'on a envie assez vite, et c'est ce qu'on va faire avec Rodolphe Morlot, d'avoir une idée de sa traduction territoriale finalement. Donc, on reverra ça à la fin. Voilà. Oui. Oui. Et de voir finalement que ça a donné. Comment on a rebondi, comment effectivement l'ADEME s'est emparé du sujet. Enfin, on suivait les travaux du Lab 2051 et donc on a vu qu'il y avait un gros problème sur la gouvernance en fait, et cette fameuse PMO, personne morale organisatrice. Et donc on est parti de l'aménagement, on est redescendu sur des recherches-actions en fait, un programme de recherche qu'on l'on a produit en partenariat avec le PUCA. En fait, voilà, pour financer des projets, pour regarder comment effectivement se montait cette fameuse gouvernance de ces projets en autoconsommation collective, leur diversité, puisque effectivement on va voir qu'il y a beaucoup de possibilités de monter cette PMO entre guillemets, et de voir si dans les expériences de terrain qu'on avait de 2022 jusqu'à 2026, puisque les projets se terminent maintenant de ceux qui ont été lauréats de cet appel à projet, comment effectivement on peut essayer de retirer des enseignements de cette gouvernance qu'on doit organiser pour effectivement retrouver une rentabilité de ces projets.
voilà le slide pour vous dire qu'effectivement il y a 3 groupes en fait de projets qu'on peut dissocier sur les lauréats. Il y a plutôt ceux qui sont comment apprendre au niveau local par rapport à 2 projets comme sont le VTVAC et Realcop, donc qui sont des projets où on est plus sur le terrain et on regarde. Alors pour le premier, le VTVAC, c'est plus de la valorisation de la CC avec les copropriétaires de bâtiments, et on regarde sur une copropriété comment on fait de l'autoconsommation, quels sont les acteurs qui rentrent dans la boucle et quels sont les leviers et freins en fait au montage de cette PMO pour aller chercher effectivement au-delà peut-être aussi de l'immeuble, mais pourquoi pas aussi dans le quartier, des consommateurs associés. Et puis le Realcop, lui, c'est effectivement plus sur la passation de gouvernance qui s'est montée à Nantes avec la Samoa. Je dirais alors c'est le quartier de mémoire, c'est l'île de Nantes en fait sur lequel ils ont travaillé. Ouais. Et l'idée c'était de voir comment effectivement à Paris Métropole Aménagement ils pouvaient s'approprier la démarche de montage de cette PMO voilà, sur Paris et quels sont les acteurs pareil pour identifier les problèmes qu'on peut trouver au montage de cette PMO sur la ZAC des Mines Fillettes pour le Paris Métropole Aménagement. Ça c'est le premier je dirais le premier groupe de projets sur lequel on a travaillé qui vont pouvoir diffuser effectivement les informations. Le deuxième, c'est plus sur le DACSEF. En fait, c'est plutôt la recherche d'une compréhension générique de la CC par l'étude de monographie, etc., d'entretien, de 300 questionnaires qui ont pu être menés, en tout cas, pour essayer de voir la qualification des modèles d'action et élaborer des scénarios de déploiement. On verra effectivement les projections qui peuvent commencer à produire. Et le dernier slot en fait de lauréat, c'est Mapego et JusteCop en fait, sur lequel effectivement c'est plutôt de regarder à identifier et analyser la vulnérabilité énergétique au niveau de ces ACC via les PMO, comme elles se construisent. Regarder leur vulnérabilité énergétique comme dynamique de structuration des nouvelles coopérations de l'énergie. Donc on est sur des choses où on regarde le concept de justice énergétique autour de ces projets-là, dans le sens où elles sont montées avec effectivement une forte empreinte de justice énergétique recherchée. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, qui se terminent effectivement en cours de cette année. La publication de ces résultats seront faits sous les formats des cahiers du PUCA, du plan urbanisme, construction, architecture. Voilà, donc courant 2027, je suppose. Donc voilà, on est en cours d'analyser et de finaliser pour essayer de donner des pistes de comment monter et comment créer cette gouvernance au mieux des besoins en fait, effectivement du terrain. Donc ça, c'était une première approche de recherche-action. Si après on prend un peu de hauteur et qu'on regarde en fait l'application terrain en fait et où on en était en 2021, je dirais, on avait 40 opérations d'ACC en France. Si on regarde début 2026, on est aujourd'hui plutôt à 1700 opérations en ACC. Donc on a un bon décollement, une bonne progression effectivement de ces opérations. On peut compter, je dirais, 250 mégawatts installés dans le contexte de ces opérations. À comparer aux 25 gigas qu'on a installés sur la France, ça représente 15%, mais c'est déjà une bonne... Enfin voilà, il y a une sorte d'engouement en tout cas à regarder comment ces PMO se montent et comment elles se réalisent. Mais voilà, c'est des choses qui progressent fortement en tout cas. L'idée, c'est que ces PMO, on le voit un petit peu sur le schéma, en fait, elles mettent en relation trois groupes de personnes. Donc, il y a les producteurs qui vont mettre leur production photovoltaïque, mais qui vont la partager avec des consommateurs, alors qu'ils peuvent être dans le bâtiment ou sur des périmètres étendus, comme on peut le voir, avec 2, 10 ou 20 km selon ce que se préconisent effectivement les articles de loi. On a aussi la gestion avec le gestionnaire de réseau qui va récupérer effectivement les informations de la production qui vont être réparties par une clé de répartition sur les consommateurs. Et ça, c'est la PMO en fait. C'est cette fameuse personne morale organisatrice, cette gouvernance effectivement de la CC qui va organiser en fait, je dirais, les contrats en tout cas de vente ou pas, en tout cas de partage en tout cas de l'énergie du producteur au consommateur, mais qui va faire aussi remonter l'information au gestionnaire de réseau pour que le gestionnaire de réseau lui répercute dans les factures effectivement que vous allez recevoir après coup
la partie effectivement du fournisseur, je dirais, que vous avez classiquement en tout cas, et la partie effectivement autoconsommée que vous recevez du producteur. Donc voilà, c'est un petit peu comment fonctionne le modèle d'ACC sur le terrain. Alors c'est assez succinct aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps, je vais plutôt laisser la parole, mais l'idée c'est que la PMO effectivement elle peut avoir trois voies distinctes. C'est l'ACC patrimonial pour les collectivités pour lesquelles effectivement le bénéfice de la production va qu'au seul consommateur qui est la collectivité, la commune en général. Et donc là-dessus, l'ADEME a travaillé sur effectivement cette fonctionnalité de PMO patrimoniale en tout cas, et a diffusé un guide en 2024 sur cette problématique de collectivité et comment monter une ACC en étant effectivement ACC patrimoniale. Il y a une deuxième façon de créer l'ACC, c'est l'ACC sociale via les bailleurs sociaux qui sont reconnus comme étant à part entière des PMO et sur lequel effectivement ils peuvent profiter de leur statut de bailleur social pour effectivement profiter de ça et installer du photovoltaïque chez eux pour le déployer chez les locataires. Et puis il y a une troisième version de l'ACC qui est plus complexe et plus parce qu'elle met en vis-à-vis effectivement plusieurs partenaires, en tout cas, participants en tout cas à l'ACC. C'est l'ACC ouverte avec des gens qui sont privés, publics et citoyens qui peuvent se retrouver dans ce montage en fait, cette gouvernance d'ACC en fait et de cette PMO au final. Et c'est là effectivement où on travaille plutôt alors sur les projets en ACC avec la vente d'électricité. Sur des projets effectivement classiques en tout cas qu'on peut accompagner, enfin qu'on peut suivre en tout cas avec un investissement en propre, un investissement participatif, on a l'investissement citoyen, on a des tiers investisseurs, regardez comment effectivement ce montage peut se faire et quelle répartition effectivement des coûts et des rentabilités économiques qu'on peut avoir sur ce genre de projet. Et puis on a depuis 2022 en fait, en faisant un pas de côté, en fait quelque chose d'intéressant que l'ADEME a voulu suivre aussi. C'est un investissement en propre effectivement sur la partie photovoltaïque, mais pour après donner effectivement un don solidaire effectivement dans le périmètre effectivement qui est contraint, à ses voisins ou plutôt dans une particularité de précarité énergétique, d'aller effectivement donner cette énergie à ces personnes-là. Et c'est ce qu'on essaye de monter avec le réseau des AMEP. Et pour le coup, je peux passer la parole peut-être à Christophe Brun, initiateur de ce réseau. Vous voyez comme c'est bien huilé, hein, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Christophe ne va pas parler tout de suite parce que je vais demander en régie qu'on lui facilite sa présentation. Ça va être lancé, c'est bon. Vous connaissez sans doute les AMAP, ces circuits courts qui mettent en relation de petits producteurs de fruits et légumes locaux directement avec les consommateurs. Eh bien, ce système a inspiré des habitants de la région, mais pour le partage de l'électricité solaire cette fois. L'AMEP, l'association pour la mutualisation d'une énergie de proximité, est née il y a un peu plus de 2 ans et elle commence à prendre de l'ampleur. Reportage dans les Bouches-du-Rhône à Simiane Colong, Malone Baldos et Michael Forest. Christophe Brun a installé des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Très vite, il se rend compte que sa production d'électricité est plus importante que sa consommation. Ces panneaux, ils produisent l'électricité de la maison en autoconsommation. Et il y a des heures où l'électricité est excédentaire, où il y a trop d'électricité. Et c'est celle-là en fait qu'on donne dans notre entourage à une association. Le père de famille a donc décidé d'offrir ce surplus d'électricité à un centre de personnes handicapées. L'établissement a pu économiser sur sa facture 1 000 € l'année dernière. Pour moi, c'est pour faire vivre le tissu associatif local. C'est que les associations ont eu de grosses augmentations du prix de leur électricité ces dernières années. Et le fait de leur donner notre électricité, c'est une façon de les aider. Il crée alors avec son ami une association pour encourager d'autres personnes à partager leur électricité. Aujourd'hui, certains membres du réseau sont venus de partout en France pour se rencontrer. Pour convaincre les gens, je pense que la notoriété dans la société actuelle, c'est super important. Donc avoir tous le même nom, AMEP, et puis être en réseau pour échanger les pratiques, pour voir les difficultés qu'on rencontre, les succès aussi qu'on rencontre, c'est extrêmement porteur. L'Agence de la transition écologique encourage ce genre d'initiative et subventionne le projet à hauteur de 93 000 €.
ce partage d'énergie, ce don d'énergie, je dirais, et cette envie d'aller effectivement aider les plus précaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de près dans l'aspect social. Et donc de pouvoir dupliquer, c'est ce qui nous intéresse, de voir si effectivement ce modèle-là qui existe ici sur ce territoire peut être dupliqué sur tous les territoires. Ils sont une quinzaine pour le moment à avoir rejoint le réseau des AMEP. Chaque année, de nouveaux membres adhèrent. 36 projets sont en cours de création. Voilà, donc c'était votre introduction. Et finalement, vous voyez sortir de l'écran directement les principaux acteurs de cette petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christophe, justement, comment se monte ce type d'opération ? Ouais, avec plaisir. Donc, ce sont des opérations montées par des citoyens. Et pour que ça soit faisable, il faut que ce soit simple. Donc c'est vraiment une première chose à dire, c'est que l'autoconsommation collective est parfois vue comme quelque chose de compliqué. On essaye, nous, de faire la preuve qu'on peut le faire de manière simple. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la forêt des convictions, c'est ça ? Avec Rodolphe, on a choisi la nôtre, qui dit que l'autoconsommation collective est un levier, mais qui ne peut se faire qu'en simplifiant drastiquement la mise en œuvre. Donc la simplicité est quelque chose qui est clé, en tout cas dans le cadre de notre projet. Pourquoi ? Alors, j'ai fait une slide, il y a plein de choses dedans, mais au moins vous n'en aurez pas d'autres derrière. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi un certain nombre de règles de fonctionnement qui s'appliquent à toutes les AMEP selon 4 valeurs clés que vous voyez. Donc la solidarité, le lien social, le don et évidemment des énergies renouvelables. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a toujours une action solidaire, hein. Enfin, il y a toujours un acteur bénéficiaire solidaire qui peut être une association locale ou un foyer en précarité énergétique. C'est très important pour nous le lien social et je dirais c'est quelque chose qui est possible dans l'autoconsommation collective parce que légalement c'est limité sur un périmètre géographique, 2 km voire 10 ou 20, et ça permet en fait des rencontres qui n'ont pas lieu en général dans le secteur de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs, et ça c'est un point qui est très important. Le don, dans les AMEP en fait l'électricité est donnée. On a régulièrement des personnes qui nous disent j'adore votre projet, j'aimerais monter une AMEP mais moi j'aimerais vendre. Très bien, ben, c'est pas une AMEP. Mais allez-y, faites un projet. Je préciserai après quel est l'équilibre économique quand même, parce qu'il y en a un. Et puis, énergie renouvelable. Et derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'on encourage les participants à s'intéresser à leur consommation. On parle de sobriété. L'idée, c'est quand même que l'électricité serve aux justes besoins de consommation. Et donc ça passe par des invitations à des apéros énergie où on regarde ses consommations, on les compare entre nous. Et puis, c'est l'occasion de savoir ce que c'est qu'un kilowattheure, alors que la plupart des gens ne le savent pas. Voilà. Vous voyez à gauche la carte. Aujourd'hui, on a 35 AMEP en service. La première était en 2022, donc ça va vite. Merci beaucoup à l'ADEME pour son soutien. On est accompagné également par 2 fonds de dotation, Osmose et Synergie Renouvelable, qui nous aident à structurer, parce que nous, notre challenge, en fait, c'est de structurer pour croître vite. Et vous voyez la courbe de montée, là, donc c'est pas exponentiel, mais ça va vite. Donc ça veut dire que les années prochaines risquent de voir, non pas la 40e AMEP, mais peut-être assez vite la 100e ou la 200e. Vous voyez, on est vraiment à ce rythme-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a une raison d'être commune que vous avez là, mutualiser le don d'énergie renouvelable et de proximité à des fins socialement responsables. Et le social est indissociable en fait pour nous de la transition écologique. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le sujet. Et comment ça se passe ? En fait, en général, les projets naissent de particuliers qui ont choisi de s'équiper de panneaux solaires photovoltaïques, qui sont propriétaires de leur maison et qui on va dire l'équilibre de l'investissement est couvert par l'économie qu'ils ont sur leur facture d'électricité en autoconsommation individuelle. Donc ce sont des personnes qui se disent finalement le surplus en termes financiers, ce ne serait que la cerise sur le gâteau. Donc finalement, si je ne suis pas attaché à la valoriser économiquement, autant la donner. Alors ça, il y a quelques années, c'était pas trop entendable, mais on est quand même en train, les dispositifs de soutien de vente de surplus sont en train de baisser drastiquement. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a des acteurs qui disent entre vendre mon électricité 3 ou 4 centimes d'euros ou la donner, finalement, autant la donner. Voilà, donc des particuliers ont un projet ou alors on leur se sent en service.
Aujourd'hui, c'est des particuliers, demain des professionnels, puisque ça marche très bien avec une entreprise qui produit sa propre électricité. Aucun souci par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, leur première info, c'est qu'en général, ils s'inscrivent à un webinaire qu'on organise. Je vous ai mis le lien au QR code, là, dernier lundi de chaque mois à 19h. On fait un retour d'expérience, et puis si ça leur dit, on continue, on les accompagne. Voilà. Le principe de gratuité, on l'applique aussi dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bénévoles qui ont monté leur AMEP, qui parrainent des nouveaux amépiens. Et on fait un peu le pari d'un développement organique. On vous racontera ça dans quelques années quand ça aura marché. Merci. Alors, on l'a vu avec Rodolphe Morlot, les AMEP, c'est quand même une forme un peu particulière d'organisation de l'autoconsommation collective. Je commençais en disant qu'il y en avait beaucoup de sortes. Rodolphe a expliqué aussi qu'il y en a quand même peu qui se ressemblent, ou en tout cas, ils ont des caractéristiques assez différentes. Et c'est ce qui nous a invités, Sophia, à nous tourner vers ces démonstrateurs de la ville durable et à vous demander de nous mettre en relation avec des gens qui vont nous parler de comment ça se passe justement à l'échelle de leur territoire et dans un projet global qui est à chaque fois, en tout cas j'ai eu l'occasion moi de m'en apercevoir, pensé de façon extrêmement précise. Merci beaucoup. Donc, dans la présentation d'avant, la table ronde qui est passée avant nous, ils ont parlé de innovation, c'est l'innovation osmotique. On était sur des TRL moyens, je crois que de 6. Mais en tout cas, le retour d'expérience, ce qu'il faut pour faire de l'innovation, il faut des démonstrateurs et il faut accompagner ces démonstrateurs. L'innovation doit être accompagnée, il faut leur donner un cadre de confiance, que ce soit par de l'accompagnement financier, réglementaire ou technique. Et c'est ça l'objectif de démonstrateurs de la ville durable, ce qui est un programme France 2030 et sous tutelle du secrétariat général pour l'investissement et de plusieurs ministères, dont le ministère de la Transition écologique, et qui est mis en œuvre par la Banque des Territoires, en appui par l'Agence nationale de rénovation urbaine sur les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'un démonstrateur de la ville durable? Qu'est-ce qu'on finance? C'est des opérations d'aménagement ou de renouvellement urbain à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier. C'est des projets qui sont portés par la collectivité et son aménageur ou l'établissement public d'aménagement, donc le chef de file et la collectivité, mais il y a une notion très importante de partenariat. Et donc, on va être dans une logique de réunir un écosystème d'acteurs avec des partenaires privés, publics, académiques, associatifs, citoyens, pour tester des innovations qui adressent les 4 défis de la ville durable, c'est-à-dire la sobriété, l'inclusion, la résilience et la création de valeur, et avec une notion indispensable qui est l'action de la réplicabilité dans différents contextes français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne ce cadre, ce financement pour accompagner des innovations, pour que demain, celles-ci puissent exister par elles-mêmes sans besoin dans différents contextes et sans besoin forcément de financement public. C'est un programme qui a eu 2 phases. Une première après un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de sélectionner 39 projets démonstrateurs qui ont été accompagnés en une phase d'incubation et sur de l'ingénierie pour pouvoir développer leurs projets. Ensuite, il y a eu une période où ces projets ont travaillé sur leurs projets, leur innovation, et après, ils sont présentés leur ambition dans un dossier de candidature et un comité d'engagement qui nous a permis de sélectionner 31 projets démonstrateurs de la phase réalisation qui sont aujourd'hui accompagnés jusqu'à 2031 pour mettre en œuvre leur innovation. Et donc, parmi ces 31 projets démonstrateurs, il y en a 10 qui intègrent des actions qui mettent en œuvre ou préparent les démarches d'autoconsommation collective. Et je dis bien que préparent aussi parce que parfois, il y a cette question du modèle économique, de la taille critique, qui ne va pas tout le temps de la main avec la temporalité des opérations d'aménagement qui vont plus lentement. Et donc, sur certains projets, nous avons plutôt accompagné ce qu'on appelle le PV Ready, de comment on rend les toitures compatibles avec l'installation future de panneaux photovoltaïques et pendant le temps qu'il y ait une taille critique pour monter ces projets, mais pour que ceci ne pèse pas dans le bilan du projet d'autoconsommation collective. Et donc, avant de passer la parole à 2 des porteurs de projets que nous accompagnons, je veux juste partager un peu quelques premiers retours d'expérience de ces 4 années où nous accompagnons ces projets.
La première question des leviers, il y a vraiment la question de pilotage via des outils numériques qui est indispensable sur l'autoconsommation collective. Et il y a une notion d'intermittence et en plus de complexité qui a besoin d'un pilotage. Et aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui utilisent ces outils avec souvent de l'intelligence artificielle pour pouvoir s'organiser. Également, il y a la question du stockage qui est essentielle pour pouvoir permettre cette flexibilité de réseau, donc avec soit du stockage par batterie, mais aussi ça peut être par exemple ce qu'on appelle du vehicle to grid, c'est-à-dire comment les voitures électriques peuvent aussi être des vecteurs de stockage qui permettent cette flexibilité. Et également la question de la gouvernance citoyenne sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Et en termes de freins, aujourd'hui, le grand sujet, c'est la question du modèle économique. On voit que l'autoconsommation collective est très sensible à la variation du prix de l'électricité. Et aujourd'hui, c'est un grand sujet, mais c'est également la question, comme je l'ai dit, de la taille critique, ainsi que de trouver le bon équilibre entre habitation et tertiaire pour pouvoir avoir un modèle intéressant. La question aussi du montage juridique, quel périmètre, quel secteur, et l'équilibre de réseau. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, donc sur ces 10 projets que nous accompagnons, l'autoconsommation collective, finalement, n'est qu'une brique qui s'insère au sein d'une stratégie globale de territoire énergétique qui s'intègre avec plein de sources d'énergie et qui, pour nous, est un peu la clé de la transition énergétique. Et je passe la parole sans plus tarder à nos 2 porteurs de projet. Alors, merci. Vous avez un micro, c'est parfait. On va vous entendre justement parce qu'à La Rochelle, vous avez plutôt des perspectives qu'une expérience derrière vous. En revanche, sur la partie réflexion citoyenne, organisation d'un collectif, vous avez quand même une belle expérience. Et c'est pour ça que je vous passe la parole en premier lieu, Hervé Huguet, pour nous parler de ce projet Bon Graine dans toutes ses dimensions en particulier la dimension énergétique, mais en effet, elle s'inscrit dans un projet plus large. Bonjour. Donc, le projet de Bon Graine. Voilà. Au départ, c'est une friche industrielle qui se trouve dans la banlieue de La Rochelle, à Étré. Et cette friche industrielle de la SNCF a été rachetée par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et la communauté d'agglomération a voulu en faire un écoquartier. Donc ils ont lancé une consultation pour trouver un aménageur. Ils ont sélectionné un aménageur qui se trouve être un office public de l'habitat bordelais, Aquitanis. Et dans le projet, il y avait effectivement de l'autoconsommation collective. Or, Aquitanis n'avait aucune expérience et n'avait aucune idée sur l'autoconsommation collective. Donc ils ont cherché un partenaire local, ils ont trouvé une société coopérative d'intérêt collectif, une société citoyenne qui s'appelle les Lucioles, donc qui agit sur le territoire de la communauté d'agglomération pour installer des petites centrales photovoltaïques pour revendre de l'électricité, en fait pour faire de l'électricité renouvelable sur la communauté d'agglomération. Donc les Lucioles se sont retrouvés associés à ce projet il y a maintenant à peu près 4 ans. Au départ, moi j'étais membre du conseil coopératif des Lucioles et on s'est aperçu assez vite que l'aménageur nous avait demandé de l'assister, mais il avait aussi demandé à Enercop Nouvelle-Aquitaine. Donc on s'est retrouvé finalement presque en compétition. Donc le résultat des courses, c'est qu'on est allé voir Enercop et on a fait un groupement pour répondre à cette problématique de l'autoconsommation collective. Voilà. Alors, pour vous donner l'ampleur du projet, le quartier, l'écoquartier, c'est à terme 800 logements. La puissance installée prévue, on est en photovoltaïque, c'est 980 kW crête, ce qui représente à peu près 2800 panneaux photovoltaïques. Enfin, ça va dépendre de la puissance des panneaux, parce que comme il y a une évolution de cette puissance, on verra dans le temps comment ça va se produire. Donc une production totale d'un peu plus d'1 méga 2, avec un taux de consommation objectif de 85%. L'investissement, c'est en moyenne 1 220 000 €. C'est le projet que l'on a présenté.
justement à France 2030 pour obtenir des financements. Alors, au niveau de la gouvernance, on avait bien Enercop et les Lucioles qui se sont groupés, mais un groupement informel. Le groupement a pris forme sous forme d'une SAS, une société de production, pour pouvoir investir dans ces centrales photovoltaïques. Donc, les Lucioles plus Enercop, ça donne la CEB, la citoyenne d'énergie de Bongraine. Le principe, c'est d'avoir une gouvernance citoyenne à travers les 2 SIC qui représentent chacune les citoyens, que ce soit les Lucioles ou Enercop Nouvelle-Aquitaine. Et dans les statuts et surtout le pacte d'associés, il est prévu que la gouvernance restera toujours aux Lucioles et à Enercop, car on va faire venir au capital de la CEB d'autres investisseurs de type institutionnel. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On est en train de faire un tour de table. Mais donc, vous allez poser la question par rapport à la gouvernance citoyenne. En fait, ce sont les SIC qui représentent les citoyens. Les citoyens ne seront pas directement au capital. Par contre, ils vont pouvoir intervenir au niveau de l'investissement. L'investissement, c'est effectivement aujourd'hui le PIA 4, donc la subvention France 2030, qui représente 260 000 €, quelque chose comme ça, 21% d'investissement. On aura le compte courant d'associés des associés, donc des Lucioles, des Enercop et d'autres associés qui rentreront, mais surtout on a voulu associer les citoyens à l'investissement. Le moyen qu'on a trouvé, c'est de faire porter l'investissement des citoyens par les Lucioles. Parce que dans l'opération, les Lucioles seront la personne morale organisatrice. Donc les citoyens qui veulent bénéficier de l'autoconsommation collective devront prendre une part sociale minimum au sein des Lucioles, c'est bien une part sociale, 50 €, c'est assez raisonnable, et ils pourront abonder dans un compte courant d'associés qui sera fléché vers la CEB. Et ce compte courant sera rémunéré. C'est le moyen qu'on a trouvé pour permettre aux citoyens de faire de l'épargne décarbonée, citoyenne, locale, à travers ce montage-là. Donc il faut vraiment être inventif parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ce genre de choses. Alors, je reviens sur le capital. On est une SAS et la présence de citoyens dans le capital n'aurait pas de sens parce qu'il serait complètement dilué. Et puis, on est sur une gouvernance différente. Ils vont pouvoir agir à travers les Lucioles qui ont créé un collège spécifique, parce qu'aujourd'hui, les Lucioles, c'est 230 sociétaires. Demain, s'il y a la moitié des logements qui adhèrent au système, ça fera 400 sociétaires qui vont débarquer. Donc, ça va modifier l'histoire des Lucioles. Donc, il y a toute une acculturation à faire et à prévoir comment on accueille ces nouveaux sociétaires en ayant une vision claire de ces objectifs. Donc on est vraiment sur cette partie-là d'associer les citoyens via de l'épargne citoyenne dans le projet. Voilà. Hop. Alors, le modèle économique fragile. Alors, à très court terme, il y a le prix de l'électricité qui est en baisse, ce qui a fragilisé notre modèle économique. En fait, on avait fait des scénarios stressés, très stressés, moyennement stressés, pas stressés. On s'est aperçu que même dans un scénario très stressé, on arrivait à porter le projet. À partir du moment où on devenait plus cher que le marché, on n'allait pas avoir de consommateurs, ce qui nous posait des problèmes. Voilà. L'autre handicap, c'est qu'on a des bâtiments qui sont bâtiments durables Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils sont très peu consommateurs d'électricité. Voilà. Et en plus, dans le projet, on a un réseau de chaleur. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de chauffage électrique. Donc,
on est à trouver cet équilibre-là. Et malgré ça, on a quand même notre objectif de 85% d'autoconsommation collective. Alors, les atouts quand même, donc à moyen et long terme, il y a la remontée du prix de l'électricité et on sait que de toute façon, ça ne peut qu'augmenter. À court terme, on a l'exonération de l'accise qui nous permet de baisser notre prix de 3 centimes à peu près, ce qui va nous rendre compétitifs. On a des habitants motivés parce que les habitants qui viennent habiter dans un écoquartier, a priori, devraient être motivés pour participer à l'opération d'autoconsommation collective. D'autant que on va aider les promoteurs qui vendent des appartements ou les bailleurs sociaux qui louent les appartements à faire la promotion de cette autoconsommation collective, puisque pour eux, c'est un argument de vente. Et puis, on a un environnement a priori favorable, parce qu'autour de l'écoquartier, on a des anciennes habitations, donc qui, elles, sont très énergivores et qui devraient nous permettre d'aller trouver des consommateurs dans la périphérie. On a aussi des industries et des commerces et des petites entreprises. Donc c'est ce qu'on va viser comme pour lisser l'autoconsommation collective globalement. Merci. Des petites grosses entreprises, parce qu'il y a Alstom aussi, non? Comment? Des petites grosses entreprises. Oui, alors vous parliez effectivement, d'Alstom, dans le périmètre, nous avons l'usine de TGV d'Alstom. Enfin, c'est là qu'ils assemblent des TGV et des tramways. Donc effectivement, c'est un partenaire qu'on ira voir. Alors, il faut savoir qu'Alstom, ils ont des prix d'accès à l'électricité qui seront bien en dessous de ce qu'on leur proposera. Mais on va alors essayer de les persuader de s'associer à la démarche collective de l'autoconsommation collective, peut-être simplement pour une histoire d'image, mais peu importe, parce que le principal, c'est que toute électricité consommée soit consommée sur place par l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Alors, vous, Gilles Bouvard, vous êtes aménageur. Et puis, votre sujet, c'était peut-être moins de partir d'un écoquartier que de partir plutôt d'un constat que c'est la chaleur qui doit guider et la réduction des émissions de la production de chaleur qui doit un peu être au cœur des préoccupations, et vous en avez fait là aussi un projet extrêmement voilà, précis et global. Enfin, Oui, tout à fait. Malgré tout, on reste aménageur. Oui. Et donc, peut-être redire que la SPL Territoire d'Innovation, nous sommes aménageurs publics. C'est une société donc, avec des capitaux publics. Notre actionnaire majoritaire est PGX Agglomération, qui d'ailleurs est la collectivité qui est à l'initiative de cette opération. Cette opération est quand même relativement importante. Aussi, il y a une situation un peu particulière. Elle fait 65 hectares, 412 000 m² de surface de plancher, la moitié en logement, l'autre moitié en activité économique. Et cette particularité, c'est qu'on est vraiment sur la frontière suisse, juste à côté du canton de Genève, juste à côté de l'aéroport international. Vraiment un jet de pierre. Donc cette opération, on l'a débutée il y a déjà quelques années, en 2014. Voilà, il y a eu quelques vicissitudes. On a démarré, on n'avait pas aucun terrain, et donc il a fallu assurer la maîtrise foncière, monter les dossiers, etc. Et puis, au fur et à mesure, sur cette opération, on a souhaité y associer une ambition qui est d'accompagner les futurs résidents dans une stratégie bas carbone. Le petit tableau que vous voyez derrière moi, on l'a emprunté à Carbone 4, hein, donc au Shift Project. C'est en gros les émissions de CO2 partagées par Français, moyennées par Français. C'est à peu près 10 tonnes. Alors, je n'ai pas trouvé de tableau qui était beaucoup plus récent que celui de 2019, mais je ne suis pas bien sûr qu'il ait beaucoup évolué. Un petit peu à la baisse. Bon. Donc, vous devez être peut-être à 9 tonnes.
9,7, bon, très bien, on a gagné même pas une tonne. L'objectif, c'est quand même qu'en 2030, c'est, selon la SNBC, c'est d'être à peu près à 6 tonnes d'émissions de CO2, je crois, en 2030, si je ne m'abuse. Je parle au sachant. Et 2 tonnes et demie, bon. Et donc, l'objectif, pardon, c'était de voir... Ah, j'arrive pas à revenir en arrière. Si, c'est sur l'autre. Bon, voilà. C'était de voir comment, en tant qu'aménageur, on pouvait accompagner ces populations et les accompagner dans cette décarbonation et quelle était notre responsabilité en tant qu'aménageur pour les accompagner. Et donc, c'était aussi l'objet de notre dossier déposé auprès des démonstrateurs de la ville durable, c'était d'agir sur 3 secteurs qui sont d'abord la mobilité, en proposant une mobilité qui est alternative à la voiture. En l'occurrence, on a un tramway à faire venir dans notre opération, c'est aussi un peu plus facile. C'est quand même pratiquement 20% des émissions de CO2. Le deuxième, c'est la construction. C'est à peu près 400 kg, presque une demi-tonne d'émissions de CO2 moyennées par Français. Et évidemment, quand on construit 400 000 m² de surface de plancher, ça fait un peu plus en tant que rapporté au métier. Et puis le dernier sujet qui nous a beaucoup intéressé, c'est celui qui va faire l'objet de la présentation qui suit, c'est celui de la chaleur. C'est à peu près 10% des émissions de CO2 d'un Français, c'est même un peu plus, 1,2 tonne, qui sont les émissions qui sont liées au chauffage, qui sont très importantes et sur lesquelles on a travaillé, qui sont également importantes par rapport à la consommation de la France. On l'ignore, mais 42% des émissions de CO2, de la consommation de la France sont liées à la chaleur. Et cette production de chaleur aujourd'hui est très largement carbonée, encore pratiquement aux 3/4, encore carbonée. Et on a acquis cette conviction, c'est que les réseaux de chaleur pouvaient jouer un rôle assez déterminant en fait dans cette décarbonation, et qu'aujourd'hui ils ont un rôle qui est aujourd'hui assez mineur. C'est à peu près 4% en fait de la consommation totale qui est couverte. Mais par contre, eux, ils sont extrêmement vertueux puisqu'ils utilisent aujourd'hui à peu près les 2 tiers, des énergies qui sont décarbonées. Alors, le réseau que nous développons sur Ferney-Voltaire est un réseau vraiment qui est assez particulier, qui est un réseau dit de 5e génération. Il part aussi du constat de la programmation que nous avons sur l'opération. Vous avez donc, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la moitié de la programmation qui est liée à de l'activité économique. Et on voyait tout à l'heure, notamment la présentation sur les data centers, et cette comparaison, cette image qui a peut-être marqué, pas que moi, mais beaucoup d'entre nous, de l'image d'un sèche-cheveux. En fait, sur les activités économiques, le besoin principal, c'est de créer du froid, et le froid ne se crée pas en tant que tel. En fait, vous évacuez de la chaleur. C'est l'image du sèche-cheveux que présentait tout à l'heure sur le data center. Et comme l'image du sèche-cheveux, en fait, cette chaleur qui est évacuée, cette chaleur dite fatale, elle part aux petits oiseaux, et nous, notre projet, c'est de venir la récupérer, qu'elle ne parte pas dans l'atmosphère. On la prend, on la stocke, et notamment dans des champs de sonde géothermiques, de façon à pouvoir la restituer à l'autre partie de notre programme, dont les besoins principaux sont plutôt des besoins de chaleur qui vont plutôt, eux, intervenir en hiver. Et c'est le principe, en fait, de notre réseau, qui est un réseau basse température, qui joue sur en fait, cet équilibre entre des besoins de froid et des besoins de chaleur avec du stockage intersaisonnier. La particularité de notre réseau, c'est qu'en réalité, ce que je vous raconte à l'échelle de notre opération ne marchait pas complètement. Il fallait aller chercher quelqu'un qui émettait beaucoup de chaleur fatale. Et on a, pas très loin de notre opération, dans le pays de Gex, l'accélérateur de particules du CERN, qui a un anneau qui fait 27 km de circonférence, et qui émet beaucoup de chaleur fatale, parce que l'accélérateur de particules, enfin, je ne sais pas si les gens le savent, mais il fonctionne à 2 degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc, ça fait vraiment beaucoup de chaleur à évacuer. Et cette chaleur, on la récupère au profit de notre réseau. Je vais passer rapidement sur cette image. Et donc, voilà, le réseau est en service depuis le mois de septembre. Et on avait à disposition, notamment avec la chaleur fatale du CERN, suffisamment d'énergie pour pouvoir desservir notre opération, mais également tout le reste de la ville de Ferney-Voltaire. Et donc, c'est principalement, d'ailleurs, aujourd'hui, pour la ville de Ferney-Voltaire, que le réseau fonctionne
il fonctionne plutôt bien. Donc, je vous l'indiquais, il est en service depuis le mois de septembre. Et aujourd'hui, Dalkia, qui est l'opérateur à côté de PageX agglomération du réseau et à côté de la Banque des Territoires également, aujourd'hui a déjà contracté pour à peu près 23 gigawattheures par an sur les copropriétés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les copropriétés, pratiquement de Ferney-Voltaire, qui auparavant étaient équipées de centrales gaz ou bien avec des centrales au fioul, ces centrales sont sorties, remplacées simplement par un échangeur à plaques, un petit ballon d'eau chaude, et en fait, ils reçoivent de la chaleur comme ça. Et c'est un vrai succès commercial, notamment avec le signal prix, puisque la chaleur qui est vendue est à peu près à 10 à 15% en dessous du prix du gaz, pas le prix du gaz qu'on connaît depuis le détroit d'Ormuz, mais au moment où on a lancé l'opération au mois de septembre. On a un taux d'ENR qui est de l'ordre de 55% lorsque l'accélérateur de particules fonctionne. Bon, malheureusement, il s'arrête de temps en temps. Et à terme, lorsque l'opération sera terminée, donc nous sera plutôt en 2037, on estime qu'on va effacer comme ça à peu près 5000 tonnes de CO2 par an. Alors, donc ça c'est ce que nous avons fait. C'est pas pour ça qu'on a été retenu dans le cadre du projet démonstrateur de la ville durable. C'était plutôt pour travailler ce qu'indiquait tout à l'heure Sophia, plutôt la réplicabilité de ce type de réseau. Et donc de regarder quelles sont les solutions de récupération de chaleur qui sont à notre disposition sur le reste du territoire. On a malgré tout, même lorsque le CERN fonctionne, un appoint gaz qui est quand même loin d'être neutre. On est pratiquement sur une production de 6 gigawattheures par an. Et donc l'idée, c'est de venir compenser en fait cette part gaz par d'autres sources de chaleur qui sont soit de la récupération sur des eaux usées. On en parlait tout à l'heure, récupération également éventuellement sur des data centers. On est en train de regarder toutes les énergies fatales qui sont à proximité de notre territoire pour pouvoir les capter et les intégrer à notre réseau. Ça nécessite aussi de travailler également sur des solutions de stockage. Donc, les premiers stockages qui ont été faits sont des sondes géothermiques. On a déjà réalisé 6 km. Malgré tout, elles restent quand même assez chères. Et on travaille sur des solutions plus intégrées dans le bâtiment qui s'appellent les géostructures énergétiques. D'ailleurs, je salue la présence tout à l'heure de Enerdrape, puisqu'on travaille avec leur petit cousin qui est GeoEgg, qui est une spin-off de l'EPFL avec qui on travaille spécifiquement sur ces solutions. L'objectif, c'est de pouvoir assurer un modèle économique qui soit duplicable sur l'ensemble du territoire pour pouvoir promouvoir ces nouveaux systèmes énergétiques. Et puis, ça rend aussi les systèmes plus compliqués à piloter. C'est aussi le sujet qu'évoquait Sophia tout à l'heure. Et donc, inventer aussi de nouveaux outils numériques, des énergie management systèmes qui permettent de piloter à la fois les solutions de stockage et les solutions d'approvisionnement complémentaires. Merci beaucoup. En fait, on a eu là quand même 3 exemples de choix, j'allais dire de choix philosophiques, de choix techniques, d'orientation technique, de choix de gouvernance et de modèle économique. Tout ça, je pense, d'abord merci, parce que si on en croit les courbes qui ont été montrées, commentées par Rodolphe et par Sophia, vous essuyez tous des plâtres, finalement, et vous tentez des choses, et c'est le principe d'un démonstrateur, c'est que vous devez essayer des choses qui n'ont pas de précédent. Donc ça, bravo et merci beaucoup. Et je pense que dans la salle, ça doit susciter sans doute un certain nombre de questions. Donc c'est le moment où je vais vous laisser poser vos questions aux différents intervenants qui ont soit la grande photo, soit vraiment un retour d'expérience plutôt riche et intéressant. Et il y en a, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation de l'autoconsommation collective. J'avais une question sur le diapositive qui présentait les prix de l'électricité, qui indiquait que les prix allaient augmenter dans les prochaines années. Nous, on part d'un postulat que les prix vont augmenter. Pardon, qui est nous ? Oui, pardon, je suis Nathan Bouldor, du coup, un cofondateur de Jane, qui est une plateforme du coup, qui met en place des projets dans 3 minutes, en fait, d'autoconsommation collective. C'est pas moi, c'est Simon qui est juste à côté.
Non, mais du coup, sur les prix, je voulais comprendre, parce que nous, on part d'un prix d'augmentation qui va être de 2% dans les prochaines années. On a des collègues qui partent sur du 5, 6, voire 7%. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous indique que les prix ont fortement augmenté, alors que ce qu'on observe à court terme, et ce qu'on peut espérer quand même pour les consommateurs, c'est qu'à terme, les prix diminuent du fait qu'on ait une production largement exponentielle. Donc voilà, je voulais comprendre un petit peu ces standards. Alors, sur quel type de modélisation, de simulation ou d'information d'ailleurs vous appuyez vos projections? Alors, les projections, en fait, je disais que parmi les associés, on a Enercop, ce qui est un avantage pour nous, parce que c'est leur métier aussi. Et les projections qu'ils font, ils prennent en compte le problème du renouvellement du parc nucléaire. Et qu'à un moment donné, avec les centrales nucléaires qui vont arriver en fin de vie ou même qui seront prolongées, que les surcoûts que ça va augmenter seront forcément répercutés. Nous on raisonne à 30 ans sur le modèle économique. C'est le modèle que l'on a. Donc on sait que l'électricité, par rapport au prix actuel, ne peut qu'augmenter. Voilà, pour l'instant, alors on n'a pas de pourcentage précis. On a simplement cette certitude de cette augmentation. Voilà. Mais je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas, moi j'en ai une. C'est au fond, votre retour d'expérience vous fait dire que s'il y a un travers, une chose trappe, quelque chose à éviter, soit dans le montage, vous disiez tout à l'heure, et on a eu le temps de parler un peu avant, dans les consignes qu'on va donner aux nouveaux sociétaires, ou en tout cas l'acculturation qu'on va devoir organiser, dans l'orientation des choix techniques ou le jeu d'acteurs, peut-être même franco-suisse à Ferney-Voltaire, dans l'organisation d'un réseau national de volontaires. Voilà. Est-ce que vous avez déjà dans votre expérience croisé des écueils que vous pourriez éviter à ceux qui vont suivre les exemples que vous avez construits? Celui-là. Un petit retour d'expérience qui est tout bête, mais une opération d'autoconsommation collective en service, en fait, ça fonctionne tout seul. Il faut le dire quand même. Bon, il y a la facturation lorsqu'il y a la facturation, mais globalement, c'est Enedis qui va gérer les flux de production, de distribution. Donc ça fonctionne tout seul. Donc c'est top. Mais du coup, ça ne favorise pas le lien entre les gens qui font partie de l'opération. Et un risque important, c'est que ça reste une opération entre inconnus, ce qui fait que les personnes ne se sentent pas vraiment attachées en fait, à l'opération et risquent de partir vite. Donc nous, notre expérience, c'est que les opérations les plus fragiles sont celles où les gens ne se connaissent pas. Et donc on a identifié que encourager des rencontres était quelque chose qui était clé dans l'opération, qui coûte pas cher, donc souvent on l'identifie pas trop à l'avance. C'est après la mise en service, donc en général on fait moins gaffe. Et pourtant cet entretien du lien entre les producteurs et les consommateurs, comme ils sont à proximité géographiquement, c'est quelque chose qui nous semble important pour qu'elle dure. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez faite à La Rochelle? Alors, à La Rochelle, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que j'expliquais, quand on s'est lancé dans l'opération, on a fait des simulations. Et on est parti sur les plus stressés, pour ne pas avoir de surprise. Et pour dire, on y va quand même. Les points sur lesquels on s'appuie, c'est déjà les acteurs. On a une société coopérative citoyenne qui existe, qui vit sur la communauté d'agglomération et qui va pouvoir accueillir les nouveaux arrivants.
et qui va faire, en tant que PMO, tout un travail d'information que l'on a déjà commencé. C'est-à-dire que tous les ans, on a la bonne semaine de Bongraine, on participe à toutes les manifestations. On a des relations très proches avec l'association des communs de Bongraine, qui est une association des futurs habitants. On va démarrer la première centrale avec une société coopérative d'habitants, c'est-à-dire une coopérative qui va bâtir le propre bâtiment dans lequel ils vont habiter. Donc on est vraiment sur un réseau existant. Et puis on a un autre avantage, c'est qu'on a Enercoop Nouvelle-Aquitaine, qui est un bureau d'études. Si on n'avait pas eu Enercoop, on n'aurait pas pu y aller. Hein, parce que d'abord, il faut garder la foi. Chaque fois qu'il y a un obstacle, il faut se dire qu'il y aura une solution et on trouve une solution. Il faut dire aussi que à terme, dans le projet, il y a l'embauche de salariés, mais pour l'instant, on n'est que des bénévoles. Voilà. Alors, les Enercoop, ce sont des salariés, ce qui est très différent, mais au niveau des Lucioles et au niveau de la SEB, on est bénévole. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette volonté-là d'action, et effectivement, il faut s'appuyer sur les citoyens. C'est-à-dire on remet l'humain en permanence au cœur du projet. Autrement, ça ne peut pas vivre. Alors, par rapport à... On a moins peur que les gens partent, parce qu'on s'est aperçu quand même que par rapport à de la consommation courante, vous avez plein de contrats dans lesquels vous pouvez sortir tous les jours et en changer tous les ans. Et en fait, les gens ne changent pas. Une fois s'ils sont contents du service dans lequel qu'ils ont, ben, ils le gardent. On pourrait avoir plus de mobilité dans les logements sociaux. Mais pour les logements sociaux, on va appliquer un tarif social. Voilà. Donc, il faut associer tous les partenaires, y compris, alors, j'ai pas évoqué rapidement le problème avec les promoteurs, parce que dans notre modèle économique, on a une inconnue. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien qu'on ait mis à disposition gratuite des toitures, ce qui n'est pas gagné. Donc il va falloir trouver une compensation qui nous permette de sortir un prix bas, parce que notre objectif, on a un taux de retour sur investissement extrêmement bas, puisqu'on n'est pas spéculatif. Donc tout ce qu'on peut gagner, ça nous permet de sortir un prix d'électricité le plus bas possible. Donc on explique à nos partenaires, si vous voulez qu'on paye, le prix de l'électricité va monter et à terme, le projet ne sera pas viable. Donc on a des équilibres à trouver. Et c'est un équilibre que vous avez trouvé aussi nécessairement au Pays de Gex, parce que finalement, le CERN, vous l'aviez sous les pieds depuis fort longtemps. Oui, c'est plus facile pour la chaleur que pour l'électricité. Enfin, je tiens à le dire quand même. On s'est aussi engagé dans une boucle d'ACC sur Ferney-Voltaire, avec la désignation d'un opérateur qui est Faraday, qui est PMO également. Nous, on impose aux promoteurs de réserver les toitures, comme ça, voilà. C'est dans le cahier des charges, c'est obligatoire. Il y a des volumes qui sont découpés. Privilège de l'aménageur. Bon, c'est le privilège de l'aménageur, exactement. On a commencé nous-mêmes sur notre premier bâtiment public que nous avons livré. Il y a aussi une centrale photovoltaïque de 340 kW crête, je crois, sans dire de bêtises. Malgré tout, on est quand même confronté, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit tout à l'heure Isabelle Moritz en introduction, confronté quand même à la réalité du modèle économique, avec un prix de l'électricité aujourd'hui, d'abord qui est largement décarboné, d'une part, et puis qui est aussi très compétitif. On voulait s'adresser à notre premier producteur, premier consommateur, qui était notamment Dalkia, puisque les remontées en température se font par des pompes à chaleur. Ils ont une très grosse consommation. Malgré tout, ils ont aussi négocié des prix de gros qui sont très très compétitifs, et on a du mal aujourd'hui à se retrouver avec un prix qui est compétitif avec la production de l'ACC à proposer à des gros consommateurs comme Dalkia. Donc voilà, nous par contre l'ACC on l'a pas encore
mis en place, puisque les premiers bâtiments sont tout juste en train de sortir de terre. On a moins de recul certainement que mes camarades à droite et à gauche. Mais voilà, ce qu'on sent, c'est quand même, sur le modèle économique, c'est quand même un peu plus compliqué que sur la chaleur. Merci. Sophia, est-ce que vous voulez dire aussi le mot de... moi, je suis assez admirative parce que ce qu'on voit au fond, c'est que chaque projet d'ACC a un ADN complètement différent de son voisin. Vous faites donc un travail de service. C'est pas du prêt-à-porter, quoi. C'est vraiment de la haute couture. Il y a vraiment effectivement une notion très locale et de voir quelles sont les sources et les forces du territoire. Donc, PageX, c'est un démonstrateur avec le CERN, c'est un objet très particulier, mais à nouveau, et par exemple La Rochelle, il y a cette composante citoyenne dans le projet qui est très forte. On a d'autres projets qui ont des data centers ou par exemple des ceps de vignes qui peuvent alimenter un réseau de chaleur. Et à chaque fois, donc c'est des données d'entrée différentes, mais il y a quand même un même process qui est de mettre en dialogue beaucoup d'acteurs différents dès le début pour pouvoir constituer ces projets et identifier les freins et leviers le plus rapidement possible. Merci. Et je vais vous demander de refermer finalement, Rodolphe et Isabelle. Au fond, vous voyez en permanence de nouvelles expérimentations. Ça nourrit de nouveau des analyses qui permettent cette réplicabilité, parce que finalement, c'est ce que vous cherchez. Voilà, le Lab 2051 continue à alimenter régulièrement les démonstrateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots justement de tous ces projets sur lesquels vous continuez à nourrir en analyse et en... Oui, alors peut-être oui, c'est les premiers retours là, des études effectivement de l'appel à projet avec le PUCA, sur lequel effectivement avec les 300 entretiens, enfin 300 questionnaires qui sont remontés, où il y a eu beaucoup effectivement de participation, notamment de collectivités, de communes, de syndicats d'énergie et quelques EPCI, mais voilà, ils sont plutôt en surreprésentativité par rapport aux syndicats d'énergie et les communes qui ont répondu à ce questionnaire. Leur motivation et le trio gagnant de la motivation qui les a mobilisés autour des projets d'ACC, c'est plutôt de renforcer la résilience du territoire. En fait, c'est leur premier objectif dans ces programmes d'ACC qui ont été regardés de plus près. Le deuxième, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat de l'utilisateur. Donc, c'est aussi la partie financière du coût de l'énergie effectivement aux consommateurs qui est regardée. Et le troisième, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans les objectifs effectivement de cette thématique qu'on suit aujourd'hui. Les retours après sur pareil, qui sont remontés de cette étude d'entretien et de questionnaire qui a été menée par l'Université Grenoble-Alpes, en fait, c'était sur les sources de financement de l'investissement. On a vu qu'effectivement, les prêts bancaires sont surtout pour les sociétés coopératives, les SEM et les SAS. On a vu que le tiers investisseur n'était pas une source pour les sociétés coopératives, ni les associations, ni les établissements publics. Et on a enfin vu que la levée de fonds locale et participative était surtout dédiée aux sociétés, enfin aux coopératives en fait, qui utilisaient pour les sources de financement de l'investissement ces levées. Et enfin, pour les recettes de fonctionnement, alors on a des premiers résultats, c'est les collectivités territoriales, sociétés anonymes et établissements publics mobilisent plutôt l'ACI, donc l'autorisation collective individuelle. Ils ne sont pas encore passés à l'ACC vu la complexité effectivement de la mise en place de la gouvernance. Les SEM, collectivités territoriales, les sociétés anonymes et établissements publics sont les seuls à utiliser le plus souvent la vente directe de leur régime ACC, enfin de leur production en fait, en vente OA, à l'obligation d'achat. Et enfin, les seuls à vendre des prestations de services et des solutions numériques sont les sociétés coopératives, les SEM et les SAS. Donc ils organisent effectivement plutôt ce genre d'activités autour du développement de l'ACC, des projets d'ACC en tout cas. Donc voilà. Et ça, c'est un premier aperçu de cette étude que en fait vous nous dévoilez là aujourd'hui, mais qui doit sortir en fin d'année. Voilà, le projet il se termine en fin juillet en fait de cette année, le projet DACCEF, et qui sera mis effectivement sous forme des cahiers du PUCA disponibles à tout le monde quand ils seront édités fin d'année, je suppose. Donc voilà, et ils ont essayé de faire effectivement une approche un peu générique de l'ACC avec les différents acteurs qu'ils ont pu étudier sur le terrain et essayer de classer effectivement les différents
type d'ACC qu'on pourrait retrouver et qu'on pourrait finalement aider par la suite, nous, ADEME ou d'autres effectivement investisseurs ou porteurs, partenaires de ces projets. Donc ça, c'est effectivement des premiers résultats encore en train d'être finalisés. C'est un petit peu l'idée. Merci beaucoup pour cet avant. Et juste un dernier, le dernier, parce qu'il parlait aussi de déploiement en fait. On leur a demandé de faire une petite prospective de déploiement de l'ACC. Qu'est-ce que ça va devenir effectivement en 2030 ? Alors comme ils ont constaté qu'on était sur une croissance géométrique au jour d'aujourd'hui, et si on maintenait cette croissance géométrique, on arriverait à 40 000 opérations en ACC en 2030 et 500 000 membres autour du concept d'ACC. Enfin, voilà les premières un petit peu conclusions, mais qui sont à confirmer. Ce qui justifie pleinement qu'on passe plus de temps sur ce sujet dans le prochain Building Beyond. Je vais vous laisser le mot de la fin, Isabelle, et puis on a présenté justement les travaux qui vous occupent aussi au Lab 2051. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement de voir ce qui se passe 4 ans après la fin du lab. On est encore en cours d'expérimentation. Moi, ce que je trouve assez... Bon, c'est intéressant pour nous aussi parce qu'on avait lancé le lab en même temps que la préparation de l'APR, l'appel à projet de recherche que pilote l'ADEME et le PUCA. Et effectivement, les aménageurs ne pouvaient pas attendre. C'est ça la problématique. Ils devaient lancer leurs opérations rapidement. Il y a des prescriptions politiques, etc., qui parfois poussent quand même les aménageurs à aller plus vite. Et du coup, on a quand même lancé le lab pour qu'ils aient un minimum pour commencer à travailler. Et on voit que c'est encore complexe, mais que finalement, le paysage s'ouvre. Donc, on ne va pas chercher forcément l'électron, courir après l'électron, mais les cycles d'atelier étaient franchement très très intéressant parce que de savoir où va l'électron, mais ça sert à rien d'aller le chercher. En fait, il va où il veut, etc. Mais l'ACI ou l'ACC, c'est pareil. Voilà, c'était assez intéressant. Donc finalement, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que, il y a quand même, maintenant, il y a cette ressource là, l'énergie, qui est pas du tout visible. Donc c'est pas facile parce qu'on n'est pas sur une ressource comme le sol, qui d'ailleurs on redécouvre aussi, puisqu'on travaille beaucoup sur le sol. Ce sera peut-être votre prochain Building Beyond, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, l'énergie, elle mobilise et il y a un sorte de pilotage intelligent de l'énergie, mais qui est très très humain là, ce que je vois autour, parce qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Tu vois, c'est comment économiser, stocker, finalement préserver cette ressource et puis la donner. Tout simplement, puisqu'elle est là et autant la donner, elle est renouvelable. C'était un petit peu quand même le rêve du renouvelable, je pense, quelque part au début. Et on a cette logique de commun aussi. Et à Bongraine, c'est vrai que c'est assez... éloquent parce que c'est un projet qui est vraiment qui aborde toutes les problématiques, et on est vraiment à l'échelle d'une opération d'aménagement sur le temps long. Et les communs de Bongraine, là on est vraiment sur des communs qui peuvent être comment est-ce qu'on partage les bâtiments, mais comment est-ce qu'on partage la biodiversité. Donc c'est aussi pour ouvrir un peu le sujet. Moi si j'ai quand même, c'est pour ça que sur ma slide j'ai quand même mis 2 livrables du lab de ce lab autoconsommation. Enfin, un livrable plutôt, le guide comment installer des PV sur les bâtiments qui a été élaboré par le CSTB sous la direction de la Direction Générale de l'Énergie et des Climats dans le cadre de ce lab, donc qui est quand même un outil qui vous permet aussi de vous acculturer parce que c'est quand même pas simple du tout et puis pour vraiment avoir toutes les notions et pour bien intégrer le PV dans les bâtiments, et un site photovoltaïque.info qui est quand même un site de référence et qui vous permet de vous lancer en fonction de votre, qui vous êtes, un particulier, une collectivité, donc je pense que dirigez-vous vers ce site pour avoir toutes les infos. Et sinon sur le lab, là on a une nouvelle programmation qui est en cours et dont donc la première va intéresser quand même ce qui a été dit aujourd'hui, puisque c'est comment valoriser les opérations bas carbone. Mais là on
on est sur la monétisation, comment monétiser la tonne de carbone évitée. Donc encore faut-il savoir la mesurer, surtout quand on est à l'échelle d'une opération d'aménagement, ce qui n'est pas simple. Mais voilà, il y a quand même une question de sous quelque part derrière. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Il y en a souvent. Il y en a souvent. Et ensuite, le deuxième lab, c'est sur les dilemmes de soutenabilité. Et là, on peut en avoir aussi dans le cas de l'énergie, puisque qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de solariser une toiture ou est-ce qu'on la végétalise, par exemple? Donc, comment est-ce qu'on résout certains dilemmes de soutenabilité dans l'aménagement? Et le dernier, qui n'a rien à voir, je suis désolée, mais qui mérite quand même d'être abordé, c'est l'inclusion dans l'espace public. Mais on a quand même parlé pas mal d'inclusion, on a parlé finalement. De justice sociale. Et de justice sociale, donc voilà. On est là aussi. Merci beaucoup Isabelle, merci à vous 6, notamment à ceux qui sont venus de loin, notamment à ceux qui sont venus de loin sur une patte. Je vous remercie beaucoup. Et cette séquence est terminée. Merci à tous. Alors pardon, mais si Jane veut venir faire son pitch... Juste petite présentation, parce que pour pouvoir partager, il faut des solutions techniques de partage. Et Jane, ça, vous savez faire. Et notamment, Christophe Brun disait que parmi les AMEP, il y en a qui utilisent Jane. Est-ce que vous voulez nous dire en 2 mots comment ça marche ? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation et merci aux participants de cette table longue. Vous l'avez bien défini, ce concept d'autoconsommation collective. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Simon Hurtebise, je suis le président d'une société qui s'appelle Jane. Jane, c'est une start-up qui a pour objectif de faciliter la mise en place des projets d'autoconsommation collective, justement. Donc on a discuté là juste avant du concept d'autoconsommation collective, de tous les tenants et aboutissants, des consommateurs, des producteurs, de la notion de PMO, de clé de répartition. Ce qui en est ressorti, c'est que l'autoconsommation collective, clairement, c'est plus un sujet de conviction. Tout le monde est convaincu que c'est pertinent pour les territoires. Par contre, c'est un sujet d'exécution. Ça peut être très complexe à mettre en place. Identifier les bons sites, les consommateurs, structurer tous les contrats et la gouvernance d'un projet. On parlait de structuration de gouvernance pour les PMO justement. Faire vivre l'opération dans la durée, comment facturer les parties prenantes s'il y a de la facturation. Et enfin, ouvrir une opération patrimoniale à des tiers. Souvent, les collectivités commencent un projet en patrimonial, donc en valorisant peut-être sur leurs différents sites, un gymnase, une piscine, et parfois elles décident de l'ouvrir pour commencer à vendre leur surplus de production, peut-être au boulanger, au boucher du coin, voilà. Donc une opération pilote, ça reste déjà complexe, on l'a vu avec les exemples, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui, les chiffres sont sortis, Rodolphe nous a parlé de 40 000 projets pour 2030. En fait, forcément, plusieurs acteurs demain vont devoir piloter des portefeuilles de projets. C'est le cas des AMEP, il y a plusieurs projets sur un territoire. Donc nous, on se pose la question de, ok, une opération pilote, c'est déjà complexe, comment demain les porteurs de projets vont réussir à piloter des portefeuilles de projets d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est notre objectif avec Jane. On essaye de construire une plateforme qui vise à aider les porteurs de projets à simuler, créer et piloter des projets d'autoconsommation collective. Donc c'est assez simple, la simulation c'est le début d'un projet. C'est la phase où finalement je vais me demander si c'est pertinent pour moi, si le ROI est suffisant, s'il y a un vrai intérêt local d'adresser mon surplus à des consommateurs. Est-ce qu'il y a bien ce boulanger, est-ce qu'il y a bien ce boucher à côté de chez moi? Ensuite, une fois qu'on est convaincu, cette simulation, on va pouvoir la transformer en création de projet. Et là, c'est encore assez simple, en tout cas dans le logiciel. Il faut ajouter ses parties prenantes, ses consommateurs, ses producteurs, qui est ma PMO, quelle clé de répartition je souhaite mettre en place. Et enfin, une fois que ce projet est créé,
on va pouvoir passer au pilotage. Et là, tout simplement, c'est une interface qui permet de visualiser tous les flux qui transitent dans un projet, les flux économiques, les flux énergétiques, et puis surtout la facturation, ouais, effectivement, il faut la suivre. Oh, je suis revenu en arrière. Oh là là. Voilà. Très bien. Donc pour finir, Jane, concrètement, pour une collectivité, on essaye d'adresser majoritairement les collectivités et les développeurs solaires. Finalement, c'est de passer plus vite de l'étude à un projet réel. On l'a vu juste avant en 3 points. C'est réduire la charge administrative. On essaye de limiter ça, passer sur de la signature électronique, de la facturation électronique. Structurer plusieurs projets avec une vision claire. Et oui, tout est centralisé sur un même espace. Et enfin, pour finir, créer une dynamique qui va être réplicable. Et ça, c'est hyper important parce que quand on parle de 40 000 projets, forcément, il faut que ce soit réplicable. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse sortir tous vos téléphones pour scanner ce QR code et pour prendre rendez-vous. En tout cas, voilà, nous, on se positionne justement comme ces experts du sujet de l'autoconsommation collective, comme une plateforme simple, accessible gratuitement. Vous pouvez vous inscrire et faire une simulation gratuite, ça c'est possible. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir.